Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de patrimoine et stratégie. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous directement aujourd'hui, c'est le patrimoine immobilier. Mais surtout de la place qu'il occupe dans votre stratégie patrimoine globale de dirigeant. Parce qu'en réalité, ce patrimoine ne se résume pas seulement à un actif en fait. C'est un ensemble cohérent qui mêle souvent votre entreprise, votre rémunération et vos investissements. Donc aujourd'hui, le gros sujet, effectivement, ça va être comment sécuriser et valoriser vos investissements. Et je suis accompagné de Benjamin Flottes de Pouzeul pour son Bonjour. bonjour Benjamin pour son expertise notamment alors bien sûr dans l'immobilier dans sa globalité mais surtout dans tout ce qui est immobilier non physique. Il nous fera un petit point et puis il va intervenir plusieurs fois durant le webinaire pour nous donner son regard d'expert sur la situation. Alors, l'objectif, c'est simple aujourd'hui de ce webinaire, c'est surtout de peut-être provoquer des déclics chez vous, notamment, et de mettre en place peut-être des pistes d'action pour justement améliorer cet immobilier en le valorisant et surtout en le sécurisant. Alors, je vous place les slides. Hop. L'important aujourd'hui, avec la situation actuelle, le contexte, notamment de remontée des taux, de pression fiscale qui est de plus en plus forte, d'exigences énergétiques. L'enjeu est vraiment de pouvoir piloter cet immobilier de manière intelligente. Et pour ça, la première chose, c'est de pouvoir faire un diagnostic. Et il est très important aujourd'hui que ce diagnostic, attendez, je ne retrouve pas ma slide, voilà, de réaliser un diagnostic complet en fait de son patrimoine immobilier. Il y a plusieurs éléments. Donc, comme je vous disais, il y a la fiscalité avec la pression accrue aujourd'hui, le mode de détention, l'endettement, la transmission, la rentabilité, les travaux et tout ça en fait on va trouver une solution notamment grâce à vos objectifs. On va partir de vos objectifs pour pouvoir diagnostiquer ce patrimoine. T'es OK, Benjamin, avec Oui, moi? oui, oui. Juste, je revenais sur un point, peut-être pour compléter, Oui. Jean-Rodolphe. C'est vrai que sur la hausse des taux en 2022, il faut juste savoir qu'on a connu une hausse des taux que l'on n'avait jamais connue, tant dans sa courte durée que dans la force de la hausse des taux. Et donc, ça a vraiment été un point, forcément, qui a eu un effet assez rapide finalement sur l'immobilier, sur la baisse des ventes très rapidement, puisque qui dit hausse des taux longs dit forcément hausse des taux de crédit pour emprunter. Et donc ça, c'est vrai que ça a eu un effet très très rapide sur l'immobilier. Et d'ailleurs, la baisse de prix n'a pas eu lieu tout de suite, hein. Ça a bien mis un an et demi avant de commencer à baisser. En revanche, ce qui a vraiment baissé très rapidement, c'est le nombre de transactions. Les gens ne voulant pas baisser leur prix, eh bien évidemment, ça a stoppé le volume de transactions. Et c'est à la fin, au bout d'un an et demi, où il y a des gens qui se sont retrouvés à devoir impérativement vendre pour X ou Y raison, expatriation, divorce, déménagement, etc. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu une baisse assez importante des prix de l'immobilier. D'accord, ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, par rapport à cette baisse, toi qui es un peu spécialisé dans tout ce qui était SCPI, à l'époque, du coup, c'était devenu un peu, effectivement, certaines personnes qui étaient engagées en SCPI ont eu des petits soucis, notamment de liquidité. Oui. Alors en fait, Et oui. Vas-y, pose la question, Jean-Rodolphe. tu peux juste nous dire un petit mot là-dessus, Oui, bien justement? sûr. Alors, en fait, ce qui s'est passé, ça a été l'immobilier de résidentiel, mais ça a été également le cas, hein, pour l'immobilier euh, d'entreprise, donc bureau, Mhm. commerce, activité, etc. Et bien évidemment, ça a eu un impact aussi. Et quand on était dans un environnement de taux où on était à 0,5 ou 1% et que les rentabilités des SCPI étaient à 4, il n'y avait pas de souci, tout le monde était content. Et quand les taux sont montés à plus de 4,5, 5, mais que ces mêmes SCPI étaient restés à 4, forcément, elles ont beaucoup moins, voire pas du tout collecté. Et ça a eu aussi un effet forcément sur le prix, et avec certaines CPI qui ont baissé leur prix de façon assez Mhm. significative. Et ça a créé évidemment une tension de liquidité, puisque pas de collecte, baisse des prix, des gens qui mettaient en vente leur part, etc. etc. Donc effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 20 ou 25% du marché des SCPI qui ne sont pas forcément très liquides.
Mais si D'accord. on part, ça fait que 20 ou 25% finalement par rapport Mais, de SCPI présentes. Donc, mais du coup, on en reparlera effectivement, après sur la sélection ouais, ouais. et la diversification. Mais du coup, ce qui est important justement, c'est ce que j'allais revenir en fait, c'est de partir d'un diagnostic et d'objectifs des clients, Tout à pouvoir fait. faire une diversification et un portefeuille vraiment cohérent, notamment en termes d'immobilier également, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que le diagnostic de départ sera effectivement la clé qui permettra de faire la bonne allocation qui correspond aux besoins du client. Tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui, par rapport à ce bilan, en fait, il y a effectivement beaucoup de création de richesse avec cet immobilier qui a fortement augmenté, notamment durant on va dire, ces 20 dernières années. Hein. Le prix de l'immobilier a fortement augmenté. On a pu réaliser, certaines personnes, pas mal de plus-values. Ce régime, en fait, aujourd'hui, des plus-values, il est très différent si on est effectivement à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, et notamment également la pression fiscale sur les revenus récurrents. Euh, il y a, donc là, je vous ai juste fait un petit slide avec les différents régimes possibles d'imposition. Et dans le diagnostic, ce qui est important, c'est de savoir à quel taux aujourd'hui, quel taux, pardon, excusez-moi, quel est le taux réel d'imposition de mon bien immobilier. Et c'est un des éléments importants parce qu'il ne faut pas partir que de la rentabilité brute, mais également de la rentabilité nette. Souvent, on a pas mal de surprises. Je le vois beaucoup, notamment dans cette période d'impôt sur le revenu, où certains clients me disent, mais je comprends pas, je gagne, je paye tellement d'impôts. Je dis, mais attendez, sur votre impôt sur le revenu, là, vous êtes à 50% d'imposition, ça va très vite en fait. Et souvent, ils sont même bloqués en fait avec leur immobilier, sans diagnostic et sans restructuration. Ensuite, donc, le mode de détention donc, peut avoir un impact bien plus important, comme je vous disais. Donc, on peut l'avoir en nom propre. Donc là, vous l'avez physiquement. Alors, aujourd'hui, on a tous, non, on n'a pas tous, mais un des premiers biens qu'on peut acquérir en nom propre, c'est sa résidence principale, qui est toujours au niveau patrimonial très important. C'est notre culture en France, elle est ainsi. Je ne sais plus exactement combien on a de personnes le pourcentage de personnes qui détiennent leur résidence principale, mais en France, effectivement, il est très, très important. Les autres éléments, en fait, on peut détenir sa résidence, le bien immobilier via une SCI soumise à l'impôt sur le revenu ou alors soumise à l'impôt sur les sociétés. Ça nous permet vraiment, l'impôt sur les sociétés, d'encapsuler la fiscalité dans une autre personne morale. Enfin, on peut le détenir via des fonds d'investissement. Donc ça, c'est Benjamin qui va nous faire un petit topo là-dessus. Et on peut aussi avoir via des groupements, en fait, aujourd'hui, forestiers, viticoles ou agricoles. Le pourcentage de détention, j'en ai profité pour checker, c'est 57% aujourd'hui en France. Ah oui, d'accord. Donc on est quand même assez. Propriétaires de leur résidence principale. Et par exemple, si on compare à l'Allemagne, on est beaucoup plus. Le chiffre est beaucoup plus important en fait. En Allemagne, ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, ils sont locataires. Et alors, il y a bien, in fine, quelqu'un qui doit être propriétaire, mais c'est peut-être des grands groupes immobiliers qui possèdent ça et qui mettent en location. Mais en France, en tout cas, le pourcentage est à 57%. Oui, tout à fait. Dans les différents modes de détention, souvent on fait une distinction entre l'IS et l'IR. Et en fait, ça répond surtout à une logique soit de revenu immédiat, soit de capitalisation, soit de transmission. Donc on revient toujours encore au même constat de départ. C'est vraiment les objectifs et le diagnostic au départ qui est important pour pouvoir choisir la meilleure solution. Donc le sujet, il n'y a pas vraiment de meilleure solution que d'autres en fait. C'est pas lequel est meilleur, mais c'est lequel est le plus adapté en fait à votre situation aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais précédemment, il faut analyser en fait la rentabilité réelle du bien. Alors, il faut intégrer tous les éléments. Bon, premièrement, c'est effectivement les charges. Ça, c'est assez simple. Là, donc, dans les charges, on va avoir les charges syndicales, le coût de financement. Il faut aussi intégrer deuxième élément, la fiscalité. Donc, on va avoir les impôts.
Les travaux également, qui peuvent être à moyen, long terme. La vacance locative, également important pour calculer la rentabilité d'un bien. Donc, par exemple, on va avoir des biens qui, patrimonialement, qui ont peut-être une plus petite rentabilité, mais qui ont une valeur patrimoniale plus importante, où il y aura moins de vacances locatives. À contrario, vous allez avoir des biens qui sont dans des régions où il y a beaucoup de vacances locatives, mais vous avez une rentabilité plus élevée. En fait, tout dépendra de ce que vous voulez mettre en place, en fait, au niveau de votre stratégie. Si je vous donnais un exemple, pardon de t'interrompre, Jean-Rodolphe, mais si vous prenez un exemple sur Paris aujourd'hui, une rentabilité, on vous dit Paris, ça baisse pas, etc. D'abord, ça a baissé, hein, très clairement, dans certains quartiers de façon assez significative. Et aujourd'hui, la rentabilité d'un bien, on dit, ah, ben, j'achète, ça peut pas perdre, et puis il y aura une bonne rentabilité. Aujourd'hui, quand vous ajoutez tout mis bout à bout, les charges, maintenant le plafonnement des loyers, les impôts, etc., on est à moins de 1% de rentabilité sur un appartement dans Paris. Ouais. Donc, vous voyez, quand on calcule tout, aujourd'hui, on se demande. Bon, alors après, ça peut être un bien patrimonial. Alors, Donc, effectivement, ça peut être, effectivement, là, on parlait vraiment de la partie rentabilité, hein. ouais, exactement. C'est vraiment la distinction à faire entre les deux. Je pense que c'est important. Souvent, les personnes, ils ont tendance à pas toujours faire bien la distinction entre les deux, quoi. Donc, je vais continuer. Alors, dans cette rentabilité, il y a un élément qui est en fonction de la situation des personnes, qui peut être important. C'est également le cash flow. Aujourd'hui, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, je m'en sors plus, je paye beaucoup d'impôts, j'ai pas de liquidité, j'ai tout mis en fait dans mes SCI, dans mes biens immobiliers, j'ai des prêts à payer. Et en fait, aujourd'hui, ces personnes-là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ils se retrouvent sans cash flow réel disponible. Et à un moment donné, la seule solution, c'est de vendre. Et pour certaines personnes, c'est même de vendre souvent dans de mauvaises conditions, en fait. Alors, l'endettement, important aussi pour l'effet de levier. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes, on n'est plus dans les mêmes taux, comme disait Benjamin. C'est plus c'est plus le même contexte. Quand on avait des taux à moins de 1% pour faire de l'investissement, c'était vraiment, enfin, il fallait y aller, hein. Il n'y avait pas trop de questions à se poser sur 20 ans, 25 ans, aucun souci. Aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, c'est vrai que l'effet de levier est moins important, mais il sera toujours important. Dans la création d'un patrimoine aujourd'hui, pouvoir faire de la dette et pouvoir conserver ses liquidités, c'est important. Notamment dans le contexte un peu d'incertitude dans lequel on est aujourd'hui. Je vais souvent vous en parler un peu plus tard, mais dans un slide suivant, l'important c'est comme je l'avais noté, c'est vraiment de préserver sa trésorerie et être agile en fait. Et dans le diagnostic qu'on peut faire au niveau de votre patrimoine, aujourd'hui, ça sera, est-ce que votre patrimoine repose-t-il sur trop d'immobilier? Normalement, il faut avoir environ, c'est ce qu'on dit dans la pratique, il faut avoir environ dans un portefeuille vraiment bien diversifié, maximum entre, allez, on va dire la moitié d'immobilier. Si on commence à être un peu trop sur l'immobilier, on va avoir tendance à manquer de liquidité et passer à côté d'opportunités ou alors même se mettre en difficulté, en fait. Surtout aujourd'hui pour notre public de chefs d'entreprise qui, eux, du jour au lendemain, peuvent avoir besoin de cash pour la société. Autre notion importante dans l'immobilier, c'est la transmission. Très importante, la transmission. C'est une stratégie souvent patrimoniale, donc sur le long terme, hein. Donc, cet immobilier aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, à part quelques dispositifs en fait, je parle d'immobilier physique, hein. Il n'y a pas vraiment de dispositif d'exonération de droits de succession en fait. Donc, n'est-ce pas, Benjamin? Enfin, Non. Alors effectivement, j'allais rebondir. C'est vrai qu'en général, ce qu'on constate,
et ce qui peut être intéressant, mais même encore aujourd'hui à crédit, hein, c'est qu'on va utiliser l'immobilier. Je vais sortir l'immobilier cœur, celui qu'on aime, c'est-à-dire sa résidence principale, et éventuellement une résidence secondaire de famille, propriété en Sologne, au bord de la mer, à la montagne, peu importe. On va dire que ça, c'est l'immobilier qui n'a pas vocation à être un immobilier rentable, c'est l'immobilier voilà, de cœur. Pour l'immobilier, on va dire plus rentable, ça aurait pu être du LMNP, loueur meublé non professionnel, ça peut être d'autres choses, etc. L'idée, c'est de se construire son patrimoine avec de l'immobilier, mais arrivé à un certain âge, autour de la soixantaine, hein, c'est de se dire, le problème, c'est qu'effectivement, en termes de succession, c'est une catastrophe, on paye très cher. Et ça peut monter vite en termes de montant. Et il y a d'autres solutions qui permettent d'optimiser la succession. L'assurance vie, bien évidemment, avant 70 ans, mais également la forêt, on en parlera un peu plus tard. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'immobilier, si ça n'a pas été anticipé via des SCI familiales avec des donations de parts, etc., on peut se retrouver très rapidement avec des montants de droits de succession à payer absolument colossaux, sans avoir forcément le cash pour pouvoir les payer. Et là, on se retrouve dans des situations qui peuvent être complexes dans certaines successions parce qu'on n'a pas l'argent, les héritiers n'ont pas le cash nécessaire pour pouvoir payer les droits de donation, les droits de succession, pardon. Et donc, on doit vendre parfois en urgence, à perte, des biens pas à leur valeur, tout simplement parce qu'on est pris à la gorge et qu'il faut absolument qu'on rende liquide ce patrimoine pour pouvoir payer les droits de succession. Donc, il y a vraiment utiliser le crédit et l'immobilier pour se constituer un patrimoine jusqu'à ses 60-65 ans. Mais après, peut-être envisager effectivement de céder petit à petit, de rendre liquide son patrimoine pour sa fin de vie, pour payer éventuellement sa maison de retraite ou je ne sais quoi, et aussi pour pouvoir bien évidemment anticiper la succession via l'assurance vie ou la forêt. Tout à fait. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer la slide. Non, mais si je parle trop, tu me le dis. Hein. Ah non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est un échange. Hein. C'est vraiment un échange. Donc, on est là pour. Tu sais que je suis prolixe, moi. Je suis inarrêtable si tu me lances. Non, mais on est surtout là pour t'écouter, toi. Hein. Moi, on m'entend assez souvent. Dans les opérations, justement, comme on parlait Benjamin avant, pour rendre liquide son immobilier, on peut faire aujourd'hui, on peut faire une opération d'OBO. Alors, qu'est-ce que c'est une opération d'OBO? Alors, Benjamin a parlé avant, effectivement, on peut se débarrasser de certains biens en les vendant. Parfois, on n'a pas forcément envie de vendre certains biens, on veut les garder. Et on peut, dans ce cas-là, plutôt que de les vendre à l'extérieur, on peut créer une SCI familiale et vendre le bien à la SCI. Ça permet une chose, ça permet deux choses, surtout. C'est au lieu d'attendre en fait le flux de loyers futurs, c'est d'encaisser tout de suite en fait la totalité des loyers futurs, en quelque sorte. Au lieu d'attendre 20 ans de loyer à 10 000 euros, ben, je vais encaisser tout de suite mes 200 000 euros de loyer d'un coup avec la vente. Et ensuite, ça permet également de transmettre en fait le bien sans succession en fait à ses enfants, sans droit de succession. Pour ça, il faut faire un petit diagnostic pour qu'il n'y ait pas trop de fiscalité tout de même. Hein. Comme disait Benjamin, l'idée, c'est de le faire c'est pas de le faire tout de suite. Hein. Au départ, on constitue son immobilier et par la suite, vers les 50, 60 ans, effectivement, on peut commencer en fait et à préparer sa retraite, on peut commencer en fait à rendre plus liquide. Et à ce moment-là, souvent, si on était dans un cadre d'impôt sur le revenu avec les abattements pour durée de détention, aujourd'hui, cette vente, elle est quasiment flat en termes d'impôt. Donc, ça veut dire que si on reste dans l'état actuel, on va payer 50% sur 10 000 euros de revenus annuels. Donc, on va encaisser 5 000 euros. Alors que si on fait l'opération d'OBO, on va se retrouver avec 200 000 euros net, en fait. C'est ça, sans impôt. Et en plus, on a fait la transmission. Tu es OK avec moi, Benjamin? Tout à fait. Sur la solution. Donc voilà, ça c'est une des solutions aujourd'hui qu'on voit de plus en plus parce que le contexte le veut aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont créé leur immobilier, qui arrivent à la retraite, les baby boomers, et qui ont pu profiter notamment du contexte du contexte de la France
avec des prix qui étaient un peu plus bas, avec l'augmentation des valeurs immobilières. C'est une des solutions qu'on peut mettre en place pour gérer tous ces éléments-là. Alors, donc là, il y a un petit schéma juste pour vous expliquer. Bon, c'est pas. Donc, effectivement, il y a l'immeuble ici. On le vend à la SCI familiale qui s'autofinance avec les loyers. Donc, ici, la SCI, en fait, ne générera pas de revenus, enfin, pas de cash flow, pardon. Ici, la SCI, en fait, elle vaudra rien, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'à l'actif, vous avez un bien, au passif, vous avez de la dette, donc ça vaut zéro. Et vous pouvez commencer à faire faire des donations aux enfants ou aux petits-enfants. Et ça permet également de gérer, alors ceux qui ont un patrimoine immobilier un peu conséquent, ça permet aussi dans la gestion plus tard de pouvoir gérer les biens au sein du groupe. Et enfin, on récupère, là c'était 1 million, on récupère le million de liquidité à titre personnel. Et c'est là où peut rentrer effectivement Benjamin peut rentrer dans la danse pour ce million. Exactement. On a plein de solutions. Voilà. Alors, bon, alors c'était juste une petite. J'avais juste fait une petite slide sur la distinction entre la SCI Alière et la SCI Aliès. Donc, c'est grosso modo dans les deux cas, pour faire simple, moi j'essaie toujours un peu de simplifier les éléments. Pour faire simple, dans une SCI Alière, vous allez avoir des revenus, vous allez payer la fiscalité au fil de l'eau. Et à la fin, effectivement, par le biais des abattements, en fait, pour durée de détention, il n'y aura plus de fiscalité. Par contre, dans une SCI à l'IS, vous allez payer beaucoup moins de fiscalité pendant toute la durée de vie en fait du bien. Et à la fin, en cas de revente, là, effectivement, vous allez payer de la fiscalité. Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est que dans la SCI à l'IS, aujourd'hui, au moment où vous allez payer la fiscalité, à la fin, déjà, vous allez avoir le cash. Ça, c'est important. C'est très important. Par contre, souvent, dans la durée de vie d'une SCI à l'IR, on n'a souvent pas le cash en fait pour payer l'impôt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse vraiment un effort d'épargne pour pouvoir acquérir le bien. Donc, dans les deux stratégies, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui privilégient quand même la SCI à l'IS pour ce côté de construction de patrimoine en fait. On essaye de se construire un patrimoine plus conséquent via la SCI à l'IS en fait. Ça sera plus rapide. Et on peut y ajouter des stratégies de compte courant d'associés qui permettent effectivement, soit effectivement de capitaliser sur le long terme, mais l'idée, c'est de capitaliser sans jamais distribuer de revenus, c'est pas forcément très intéressant. Donc ça, c'est souvent des biens dans lesquels on a moins la vocation à faire une plus-value sur un bien. On va plutôt aller chercher de la rentabilité très élevée. Et effectivement, après, c'est de pouvoir se distribuer des revenus en remboursement de compte courant d'associés et donc en ayant une fiscalité qui soit très amoindrie, voire quasi nulle, sur la partie distribution. C'est-à-dire que vous aurez payé votre IS dans la société, mais derrière, quand vous récupérez en compte courant d'associé, là, il n'y a plus de fiscalité. Donc, dans des stratégies de revenus complémentaires, tout de suite, ça peut être intéressant. Sur la SCI à l'IR, effectivement, avec les durées de détention, on va plutôt être sur des biens qui ont vocation à se revaloriser. C'est-à-dire, si vous achetez une ruine, que vous faites des travaux pour derrière la revendre, il sera plus adapté sur une SCI à l'IR. À l'inverse, si vous achetez quelque chose qui délivre du rendement très fort tout de suite, mais dont la valeur ne va pas forcément beaucoup progresser, à ce moment-là, il vaut mieux être sur la SCI à l'IS. Tout à fait. Merci Benjamin pour cette précision. Très important. L'immobilier non physique. Alors, c'est là que je commence à parler, c'est ça? Alors, l'immobilier non physique, qu'est-ce qu'on appelle immobilier non physique? En fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement parlant, j'aime pas ce terme, je le trouve très galvaudé, c'est la pierre papier. Moi, je l'aime pas parce qu'en fait, malgré tout, on achète de l'immobilier quand on achète des parts de SCPI. Et c'est vrai qu'on a trop tendance à se dire « Ah, bah, si c'est de la pierre papier, c'est liquide, je peux le revendre du jour au lendemain. » Non, le sous-jacent, ça reste de l'immobilier, ça reste la fiscalité de l'immobilier, ça reste une durée de détention recommandée de l'immobilier.
Quand vous avez un appartement, si vous voulez le vendre, vous le mettez en vente. S'il n'y a pas d'acheteur, vous ne le vendrez pas. Et vous ne vous posez pas la question de savoir, zut, pourquoi je ne le vends pas. Vous ne le vendez pas, soit parce qu'a priori, c'est qu'il n'est pas au bon prix. En général, quand on ne vend pas, c'est que ce n'est pas au bon prix. Mais on ne se pose pas cette question et on se dit, bon, c'est pas grave, je ne veux pas baisser mon prix, donc je ne vends pas. Des SCPI, parce qu'on appelle ça effectivement de façon galvaudée de la pierre-papier, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se dire « Ah bah c'est liquide, donc je vais pouvoir les vendre du jour au lendemain ». Non, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Ça marche s'il y a de la collecte. Donc, vous avez des très bonnes SCPI aujourd'hui qui collectent, vous n'avez aucun problème. Si vous voulez rembourser vos parts, vous êtes remboursé en 15 jours, 3 semaines. Sur celles qui sont moins rentables aujourd'hui et qui collectent moins, qui ne peuvent pas reluer la rentabilité, etc., aujourd'hui, vous pouvez être bloqué sur 1 an, 2 ans, voire plus. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Le concept de la SCPI, pour revenir, c'est en fait, je mutualise, plutôt que d'avoir un bien direct, je vais tout simplement mutualiser avec tout un tas d'investisseurs. On pourrait le faire via une SCI avec quelques copains. Là, en fait, c'est fait de façon plus professionnelle. C'est une société de gestion qui va s'occuper de collecter l'argent auprès d'investisseurs, qui va l'investir dans de l'immobilier. Alors, les SCPI, c'est à 10 ou 15%, c'est de l'immobilier d'entreprise, bureau, logistique, commerce, hôtellerie, santé, etc. Et donc, ils vont s'occuper, ils vont acheter des biens, ils vont les mettre en location, ils vont gérer et ils vont derrière reverser un revenu aux investisseurs. Voilà. Et donc, effectivement, je deviens copropriétaire. Pourquoi? Parce que, à due concurrence de vos parts, vous possédez, si la SCPI possède un immeuble 128 avenue des Champs-Élysées, eh bien, à due concurrence du nombre de parts que vous possédez un pouillème de ce bien situé avenue des Champs-Élysées. Voilà, donc c'est vraiment ce concept de mutualisation qui va permettre finalement de prendre moins de risques sur un seul actif, parce que si, mettons, il y a un incendie, alors ok, il y a des assurances, mais enfin, c'est toujours galère. S'il y a une problématique, s'il y a je ne sais pas quoi, en fait, là, quand vous avez un bien dilué dans une centaine, voire des milliers de biens, en fait, ça va être finalement assez indolore. Idem si votre locataire s'en va. Quand vous avez un seul bien, si votre locataire s'en va et que vous mettez 6 mois à relouer, pendant 6 mois, c'est ce que tu mettais dans une de tes slides, c'est la vacance locative. Ça, c'est pour votre pomme. Alors que si vous êtes dans une SCI très diversifiée, eh bien, tout simplement, effectivement, ça va être dilué et ça va être mixé entre tous les biens et donc ce sera globalement indolore. Et effectivement, on va percevoir des loyers. Donc, on est soumis à la fiscalité immobilière sur les revenus des SCPI. Et donc, ce sont des loyers qui sont versés soit de plus en plus mensuellement, soit trimestriellement. Mais elles sont quasiment toutes en train de passer en versement mensuel. Okay. Voilà. Et donc, on peut investir, comme je vous disais. Alors, il y en a des diversifiés. Donc, vous avez dedans du commerce, de la logistique, de l'hôtellerie, comme je vous disais, un peu de bureaux, un peu d'actifs de santé, etc. etc. Et vous avez après quelques SCPI qui sont spécialisées, elles, qui ne font ou que de la logistique, ou que du commerce, ou que du bureau. Alors ça, c'est moins sexy en ce moment, ou que de l'hôtellerie, ou que de la santé. Le fonctionnement d'une SCPI étrangère, en fait, c'est d'abord une SCPI étrangère, ça reste une SCPI. Il faut savoir que la SCPI, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il n'y a qu'en France que l'on commercialise des SCPI. Donc, si on est champion de la collecte en SCPI en France, on est champion du monde. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, en fait, les SCPI étrangères, c'est qu'effectivement, depuis maintenant une quinzaine d'années, historiquement, les SCPI n'investissaient qu'en France, et en très grande majorité à 70 ou 80% sur des bureaux. Depuis une quinzaine d'années, en fait, là, il y a une grosse diversification des investissements. D'abord sur les thématiques, c'est comme ça, pour ça que je vous disais, on est passé sur du commerce, sur de l'hôtellerie, sur de la santé, etc. Mais également sur des investissements à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les SCPI, une grosse majorité des SCPI qui collectent et qui sont dans les top classements que vous pouvez retrouver dans tout bon magazine, eh bien, ces SCPI, elles investissent à l'étranger. Elles investissent en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Canada. Il y en a même qui sont partis aux États-Unis. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous achetez, quand vous faites un portefeuille de SCPI, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne même pas avoir d'investissement en France. Le gros avantage, c'est que vous avez une fiscalité qui va être beaucoup plus douce, puisqu'en fait, il y a un impôt qui est déjà payé dans le pays, et ce qui fait qu'en fait, il y a un système de crédit d'impôt, et du coup, on se retrouve avec une fiscalité beaucoup moins confiscatoire que celle qu'on pourrait avoir sur une SCPI française.
Donc, vous n'avez pas les prélèvements sociaux déjà. Et puis, comme je vous le disais, soit on fonctionne au taux effectif, soit on fonctionne avec un crédit d'impôt. Mais du coup, on se retrouve sur une SCPI, c'est un exemple comme ça, hein, mais sur une SCPI qui fait du 5. En France, si vous êtes à 30 plus 17,2, vous vous retrouvez globalement avec 2,5 de performance. Et bien sur une SCPI étrangère, on va plutôt être autour de 4, 4,30. Donc en fait, il y a un gros delta de rentabilité finale pour vous parce que c'est justement investi à l'étranger. Seul point qui change rien, c'est la partie IFI, où de toute façon, la SCPI rentre dans l'IFI, qu'elle soit française ou étrangère. Merci. Fonctionnons. Alors, ça, c'était quoi? Pourquoi j'ai mis ça? Donc là, c'est un exemple d'une SCPI typiquement étrangère, Iroko Atlas. Iroko, c'est une société de gestion qui s'est lancée il y a 6 ans, qui a une SCPI qui s'appelle Irokozen. Ah, nous avons été... Non, nous avons été coupés. Jean-Rodolphe n'est plus là. Donc, je vais meubler en attendant. En gros, c'est une SCPI donc, qui s'est lancée et qui est très diversifiée. Ils ont lancé Iroko Atlas, qui, elle, ne fait pas de France. Il n'y a que de l'étranger. Et donc, effectivement, c'est un bon exemple d'une SCPI qui investit aujourd'hui, qui investit à l'étranger. Alors, est-ce qu'on a récupéré Jean-Rodolphe? Je suis de retour. Pardon, excusez-moi. Ouais, tu as été coupé, donc j'étais sur Iroko Atlas. Voilà, j'expliquais un peu ce que c'était en attendant. J'ai meublé. Très bien. Voilà. Donc la SCPI, on peut la détenir en pleine propriété, bien évidemment. On peut la détenir en personne physique. On peut la détenir en personne morale. N'importe quelle personne morale peut détenir des parts de SCPI. Je ne sais pas s'il y a des slides après, je ne me souviens plus, j'avais regardé, mais sur la partie personne physique, personne morale, mais il y a un vrai intérêt. Il y a également, on peut la démembrer, c'est-à-dire qu'en fait, on peut acheter la SCPI de façon démembrée. Vous savez que le démembrement, souvent, c'est un démembrement subi suite à un décès. Le conjoint survivant prend l'usufruit et les enfants, souvent, la nue propriété. Et bien, en fait, quand vous achetez des parts de SCPI, vous pouvez très bien dire, je vais acheter la nue propriété, et je vais avoir une personne, en général c'est une personne morale, qui va venir placer sa trésorerie d'entreprise, qui va acheter l'usufruit. Le gros intérêt, c'est que vous achetez avec une grosse décote. Enfin, selon la durée, elle est calculée en fait selon la durée. Par exemple, sur 8 ans, on va être autour de 30% de décote. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vaut 100, vous l'achetez 70. Vous ne payez pas d'IFI pendant les 8 ans. Bien évidemment, vous n'avez pas les revenus, puisque c'est l'usufruitier qui va percevoir les revenus. Et au terme des 8 ans, vous récupérez la valeur pleine propriété, donc les 30 que vous n'aviez pas payé, qui était l'usufruit, vous les récupérez sans fiscalité. Ça, c'est le code civil. Et donc, il n'y a pas de fiscalité. Donc, il y a un gain de 30 sans fiscalité pour vous. Et pas d'IFI. Plus la revalorisation, en fait. Plus s'il y a revalorisation, bien évidemment, vous pouvez avoir la revalorisation en plus, bien évidemment. Donc, ça peut être des stratégies de préparation à la retraite, notamment de complément de revenu à la retraite, en se disant, je sais que je vais partir dans 10 ans, j'ai 55 ans, je vais partir à 65, eh bien, je vais acheter des parts de SCPI démembrées à 55 ans. Je ne veux pas toucher les revenus parce que je suis encore en activité et je suis beaucoup trop fiscalisé. En revanche, dans 10 ans, quand j'ai 65, je souhaite percevoir mes compléments de revenus. Et donc ça peut être une bonne stratégie. Et en face de ça, on peut placer l'usufruit pour pouvoir placer sa trésorerie. Le gros intérêt, c'est que c'est amortissable et ça permet d'obtenir des TRI, des taux de rendement interne d'opération, en gros la rentabilité du placement, qui peuvent être supérieurs à 7% avec un risque finalement assez maîtrisé, puisque aujourd'hui, on a plus de risques sur la baisse de prix de part d'une SCPI que sur la baisse de son rendement, puisque les baux sont en général sur de 8, 9, 10, 12, 15 ans. Donc du coup, aujourd'hui, par exemple, une personne un dirigeant, enfin une personne qui a une société, une holding, pour placer sa trésorerie, peut très bien dire, bon, moi, je vais prendre l'usufruit et je prends à titre personnel. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quelques personnes qui aiment bien facturer des honoraires vous diront attention à l'abus de droit, etc. En fait, il y a, à partir du moment où vous respectez les clés de marché, les clés de marché sont les clés qui sont délivrées par le marché, qui ont été calculées. Si vous respectez ces clés-là, il n'y a pas de souci. C'est sûr que si vous dites « Ah bah attends, finalement, je vais faire payer plus la valeur d'usufruit parce que c'est ma société, donc ça m'arrange. Et comme ça, moi, en personne physique, je vais payer moins cher et du coup, mon grain sera maximisé. » Là, effectivement, en cas de contrôle, on est sur de l'ABS. Donc, dans cette stratégie-là, justement, il vaut mieux passer par des SCPI, en fait, parce que les clés sont calculées par… Oui, mais c'est pour ça. Mais en fait, techniquement, il y a certaines SCPI, moi j'ai déjà vu, où les gens font leurs propres clés. Et si la société de gestion, il y a des sociétés de gestion qui n'acceptent pas, elles disent non, c'est les clés de marché.
Et il y a des sociétés de gestion qui acceptent n'importe quelle clé. Et après, c'est la personne qui fait sa propre clé. Mais là, c'est là où je vous dis, en cas de contrôle, c'est risque d'ABS. Oui, tout à fait. Ouais. Tu as bien raison. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, donc là, on réexplique. Donc, voilà, la nue propriété, vous achetez. L'acquisition de l'usufruit, c'est plutôt pour percevoir des revenus. Ouais. Alors là, on était… Voilà. Alors, avant de passer sur les GFV, GFI, Oui. un dernier petit point. Donc, dans les personnes morales à l'IS, si vous achetez des SCPI étrangères, c'est zéro fiscalité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés sur les revenus de source étrangère. C'est-à-dire que si vous achetez des SCPI avec des revenus français, c'est votre taux d'IS à 15 ou puis à 25. Si vous achetez des SCPI étrangères, c'est zéro IS. Aujourd'hui, vous avez des rentabilités de certaines SCPI qui sont supérieures à 6%. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller rémunérer de la trésorerie dans des holdings, même dans des sociétés commerciales, à des taux à 6 hors fiscalité. Donc, ça peut vraiment être très intéressant aujourd'hui de placer sur des SCPI étrangères dans des personnes morales à l'IS. Et alors, si j'ai bien compris, et pour aller plus loin, si demain la société a acquis de l'usufruit temporaire de SCPI étrangères, et bien là, c'est encore, effectivement, il y a des systèmes avec l'amortissement, etc. Donc, c'est encore plus intéressant. Créer du déficit, en fait. Donc, on va créer du déficit. C'est pour ça que ça augmente les rentabilités aussi. Ça augmente la rentabilité de la… Ok, ouais. Donc là, après, la problématique quand on est sur les personnes morales à l'IS, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment après, moi, je récupère cet argent en complément de revenus. Et là, si vous ressortez aujourd'hui en distribution de dividendes, vous reprenez la flat tax. Donc, à 31, maintenant, c'est 31,2 ou 4, non, je crois. C'est ça, oui, 31,2. Donc, vous avez payé votre IS, ok, pas très élevé, voire vous n'en avez pas payé. En revanche, quand vous allez ressortir avec des dividendes et donc flat tax à 31,4. C'est là où je reviens sur mon histoire de compte courant d'associé. Si je veux faire un montage pour placer de la trésorerie et me distribuer des revenus sans fiscalité, donc là, bien évidemment, ça ne nécessite pas forcément l'utilisation d'un effet de levée de crédit. C'est de faire une création avec un petit capital social et c'est d'apporter en compte courant une grosse majorité pour pouvoir investir sur de l'immobilier en direct, mais pourquoi pas sur des SCPI. Et quand je vais avoir mes revenus qui vont commencer à être versés mensuellement, en fait, je vais récupérer en remboursement de compte courant associé et donc je ne serai pas fiscalisé. Voilà. Donc ça, c'est des stratégies qui marchent très bien, qu'il faut bien encadrer, bien évidemment, avec des bons statuts, etc. Mais ça fonctionne très bien et ça permet de délivrer du revenu faiblement fiscalisé. Donc ça, on recommande. Et si en plus, on a une idée de transmission à ses enfants, pourquoi pas, et bien comme on crée avec un petit capital social, on fait tout de suite la donation des parts, soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Et en fait, du coup, on va les donner sur une faible valeur, 1 000 € par exemple. Et en fait, au fil de l'eau, quand on va rembourser le compte courant d'associé, ça va créer de la valeur finalement pour ses enfants. Donc, ça peut être une stratégie à double effet, optimisation des compléments de revenus sans fiscalité et optimisation de la transmission. Ok. Très bien, merci. Du coup, on a le temps file en fait. Oui. Du coup, on va faire un petit point encore juste sur peut-être le GFV, GFI. Alors, ce sont le GFV, groupement foncier viticole, GFI, groupement forestier d'investissement. En fait, ce sont des véhicules comme les SCPI, sauf qu'au lieu d'investir dans l'immobilier, on va acheter soit des forêts, soit des parcelles de vignes, ou des domaines. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher de la diversification. Très clairement, on cherche de la diversification pour ces investissements. Le GFV, ça peut être un produit plaisir parce qu'on peut acheter souvent, on peut transformer ses revenus en bouteille et donc faire goûter son vin à ses amis, etc. Voilà. Donc ça peut être sympa. Et le GFI, c'est comment accompagner la gestion des forêts en France. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et après, pourquoi aujourd'hui, au-delà de la diversification, qui est un point majeur, avec aussi la transition énergétique, etc., de plus en plus de construction en bois, etc. Donc, il faut les gérer, les forêts, c'est très important. Il faut qu'elles restent en France et pas qu'elles partent à des grands groupes étrangers qui viendraient nous les racheter, comme les GFV d'ailleurs, comme les fonciers viticoles. Et après, il y a des avantages fiscaux. Il y a en général une exonération à quasi 100% à l'IFI. On peut avoir une réduction d'impôt de l'ordre de 18%. Ça peut être sympa. Je prends moins de risques que sur des placements plus dynamiques, on va dire. Je ne vais pas faire forcément une performance incroyable, mais en revanche, je sécurise, entre guillemets, la valeur du capital que j'ai investi au départ.
Donc ça peut être intéressant. Et surtout, notamment pour le GFI, on a une puissance de transmission qui est absolument colossale, puisque en fait, dans des cas complexes, c'est-à-dire après 70 ans notamment, ou quand on veut transmettre à un neveu, à une nièce ou à une tierce personne, j'ai pas d'enfant, je veux aider la dame de compagnie qui s'est occupée de moi toute ma vie, et ben, si vous avez passé les 70 ans et que vous voulez transmettre, il n'y a plus rien à faire en fait. L'assurance vie, on est plafonné, etc. Et bien en fait, avec la forêt, on va pouvoir investir et avoir 75% d'abattement sur la quote-part investie en forêt. Et ce qui fait qu'on arrive à obtenir des puissances de transmission. Vous voyez, sur 1 million d'euros, si on fait de la forêt après 70 ans, sur une tierce personne, c'est de l'ordre de 400 000 euros d'économie de droits de succession. Donc, c'est assez colossal, en fait. Voilà. Donc, ça a le côté diversification, mais ça a aussi une puissance aussi sur d'autres facteurs, et notamment la transmission dans des cas complexes ou post-70 ans. Ok, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces précisions. Tu veux peut-être ajouter quelque chose au niveau global Non, nous on prône et quand on travaille ensemble avec Jean-Rodolphe, nous ce qu'on prône c'est vraiment la diversification, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Que ce soit une allocation de SCPI, aujourd'hui vous dites tiens, vous venez voir Jean-Rodolphe, vous allez dire je voudrais mettre 300 000 euros dans le montage dont vous m'avez parlé, ça m'a l'air bien. 300 000 euros, aujourd'hui on va vous mettre entre 8 et 10 SCPI pour être diversifié sectoriellement, géographiquement et en termes de société de gestion également, très important. En général, si vous allez chez votre banquier, il va vous proposer les SCPI de la banque, qui sont en général pas les meilleurs. Là, vous allez avoir la chance d'avoir accès à un panel de plus de 100 SCPI et de pouvoir faire des vraies allocations diversifiées pour pouvoir investir. Donc, et ça va dans le sens avec les GFV, GFI, c'est vraiment la diversification. Et le point de départ, toujours les objectifs. Voilà, les objectifs clients et l'audit réalisé pour pouvoir coller à vos objectifs. Et donc, pareil pour votre patrimoine immobilier, hein. Donc, faire un audit important, je pense. On le fait pour plein de choses, mais souvent, l'immobilier, on a tendance à se dire, bon, on l'a acheté, on l'a pour 20 ans, voilà, on est enchaîné. Non, pas forcément, en fait. Hein. On peut faire un audit de son patrimoine immobilier aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions pour le rendre, comme on a dit, plus liquide, plus rentable, qui colle plus à vos objectifs. Donc, c'est important, en fait, de se prendre du temps parce que parfois, ça, comme le disent souvent beaucoup de personnes, on perd beaucoup plus d'argent sur le long terme. Ça peut représenter beaucoup d'argent sur 20 ans. Alors, de temps en temps, faire un petit point d'arrêt, voir où on en est, c'est vraiment important. Et reposer, parce qu'en fait, vos objectifs, quand vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans, c'est pas du tout les mêmes. C'est en ça que je vous disais tout à l'heure, faire des points effectivement d'étape avec un audit, revoir ses objectifs. Vos objectifs à 40 ans, c'est pas forcément d'avoir des compléments de revenus. À 60, c'est de se dire, ah, il y a la retraite qui arrive, je veux avoir des compléments de revenus. Et peut-être qu'à 70 ou un peu avant, c'est d'optimiser la transmission. Donc, faire des points d'étape et se dire, bah, il y a peut-être des arbitrages à faire dans l'immobilier notamment et de le rendre plus liquide parce que je vais en avoir besoin pour payer mon EHPAD, etc. Ou voilà, des choses comme ça. C'est effectivement primordial de faire des points d'étape et de se reposer pour dire quels sont mes objectifs. Exactement. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à vous. Alors, je vois qu'on n'a pas de questions. Bon, non, il y a eu une demande sur les slides, mais ça a été répondu. Donc, les slides seront disponibles à l'issue du webinaire. C'est ça. Voilà. Merci à toi, Benjamin. Eh ben, merci à vous et excellente journée, excellente fin de semaine. Merci. Un petit dernier mot pour vous dire qu'aujourd'hui, notre série Patrimoine et Stratégie, en fait, la saison s'arrête. C'est des vacances. Donc, on va essayer de reproposer des webinaires à partir du mois de septembre, je pense, avec un nouveau programme. Vous avez les programmes qu'on a eus durant toute la saison depuis le mois de septembre. Ils sont toujours en replay, donc n'hésitez pas. Et à très bientôt et bonnes vacances à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.